Sud Midi. Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, un jeune retrouvé mort dans une forêt originaire de Nema Dinaré à Ziguinchor. Ce jeune était employé agricole dans les champs de cannabis récemment détruits par l'armée. Une jeunesse où la politique de l'insertion et l'emploi des jeunes au cœur des préoccupations du gouvernement, mais le niveau de qualité de l'enseignement dans nos universités ne suffit pas, clame Pascal Perrault, secrétaire général du groupe Initiative Afrique. Il faut une politique entrepreneuriale. Amour, les jeunes restent sceptiques quant aux promesses du chef de l'État lors du Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes contre la politisation de leur sort. La journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce dimanche 25 avril. À Kaolack, la région enregistre un net recul des cas. La lutte contre le paludisme souffre aussi du Covid-19 malgré la tendance baissière. 3 décès supplémentaires enregistrés ce samedi. 53 nouvelles contaminations dénombrées ce dimanche. Une pandémie avec son lot de conséquences. L'Italie interdit l'accès de son territoire aux personnes en provenance de l'Inde. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Hassan Tchoun assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Découverte macabre à Dibidjon, dans la commune de Nema Dinaré. Un jeune originaire de la sous-région a été retrouvé mort dans la forêt. Ce jeune était employé agricole dans les champs de cannabis récemment détruits par l'armée. Ignace Ney. Ce jeune porté disparu en début de semaine a été retrouvé mort hier dans la zone, enterré dans cette forêt du village de Nema Dinaré dans la commune de Dibidjon dans des conditions assez bizarres. Originaire d'un pays de la sous-région, ce jeune retrouvé mort était employé agricole dans les champs de cannabis récemment détruits par l'armée dans la zone au cours des opérations de sécurisation menées dans le département de Bignona. Porté disparu. Après ces opérations de sécurisation, ses proches sont allés à sa recherche depuis mardi. Et ce n'est qu'hier qu'ils l'ont retrouvé, mort, enterré dans la forêt et dans des conditions assez difficiles. Qui a tué ce jeune? Les langues se délient en ce moment dans la zone. Mais ses proches qui l'ont exhumé lui ont rendu une meilleure sépulture. Originaire d'un pays de la sous-région, il fait partie des nombreux jeunes employés agricoles dans ces champs de cannabis qui foisonnent dans la zone. Des champs récemment cibles de l'armée qui a mené des opérations de sécurisation, détruisant presque tous ces champs de cannabis et des fiefs de bandes armées dans le département de Bignona. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Day, une jeunesse où la politique de l'insertion et l'emploi des jeunes est au cœur des préoccupations du gouvernement, mais le niveau de qualité de l'enseignement dans nos universités ne suffit pas, clame Pascal Perrault, secrétaire général du groupe Initiative Afrique. Invité dans l'émission Objection, le secrétaire général du groupe Initiative Afrique décline 4 axes pour résoudre la question de l'employabilité des jeunes. C'était dans Objection de ce matin avec Bayo Marguez. Je vous propose de l'écouter. Je pense que effectivement les formes d'éducation aujourd'hui qui sont très académiques sont importantes, mais c'est bien que le niveau de qualité existe, comme je pense qu'à un moment donné l'université de Saint-Louis par exemple qui était exemplaire, mais que ça ne peut pas suffire, mais qu'il faut avoir une éducation qui donne un métier et qui soit plus centrée active dans l'entrée dans la vie active. Et comment relever le défi de la transmission du savoir dans des conditions pareilles? Je pense que si vous voulez, de ce point de vue-là, là encore, je crois que le secteur privé est la solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le secteur privé peut se composer schématiquement de 2 choses. La première, ce sont les entrepreneurs, ceux qui ont vraiment l'esprit d'entreprise. Ces entrepreneurs, ils prennent ils observent, ils prennent n'importe quel type de service ou de produit, ils construisent quelque chose, ils observent, ils s'adaptent à la réalité, ils grandissent. Pour ça, il faut aider ces gens-là. C'est-à-dire que ça prend un certain temps de construire. Mais il y a des entrepreneurs de très bonnes capacités de se développent. Donc ça, c'est un premier gisement de possibilités d'emploi indispensable. Donc ça, c'est pour un. Le deuxième, ce sont des entreprises plus importantes qui peuvent, parce que les entreprises, quand elles se développent, elles embauchent. Donc tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais si les jeunes, finalement, ont cette possibilité d'être embauchés, c'est aussi l'autre façon de régler le problème. La troisième, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les choses changent avec
le numérique, les choses au niveau des mentalités, c'est-à-dire que les possibilités du numérique, où les Africains sont très subtils, sont très forts là-dedans, peuvent ouvrir aussi des possibilités, je dirais là aussi, de créer des choses innovantes et de le permettre. Et je crois enfin, et ça c'est un dernier point que je pense important, c'est que il faut aussi que la mentalité des jeunes change, c'est-à-dire que faire des études en se disant je vais avoir un poste à 1 million CFA ou 2 millions comme ça d'emblée, ça tant que le tissu économique n'a pas augmenté, sera un nombre toujours réduit. Par contre, aujourd'hui, c'est l'avenir, c'est d'abord de faire venir aussi des entreprises de l'étranger. Il ne faut pas avoir peur des entreprises de l'étranger et qu'elles viennent en co-investissement ici, parce qu'elles apportent non seulement des savoir-faire, mais en même temps, elles apportent des exigences qui font que même par rapport à l'État, qui a tendance à ne pas faciliter, vous voyez ce que je veux dire, ou avoir des contrôles fiscaux, etc., ça permet aussi de défendre mieux le secteur privé national. Donc l'idée, c'est d'avoir cette idée, tout ce dont on a parlé d'opportunités là, ça va intéresser aussi des gens qui ont des financements. Donc il faut encourager l'investissement privé ici, même d'entreprises européennes. Mais là, il faudrait que l'environnement des affaires soit assaini. Voilà. Et c'est pour ça qu'on revient au problème de l'écosystème et de la responsabilité des États. Vous avez décliné 2 écosystèmes, notamment les investissements, mais aussi le financement de notre économie. Mais aujourd'hui, un point fondamental, c'est la bonne gouvernance. Tout ce que vous avez expliqué, développé, ne peut se résoudre que dans le cadre de la bonne gouvernance. Nous sommes totalement d'accord là-dessus. C'est-à-dire que la bonne gouvernance est la condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. Mais elle est absolument nécessaire. Et donc, mais d'un certain côté, soyons optimistes. C'est-à-dire que si la gouvernance actuelle, qui est bloquée, qui n'est pas satisfaisante, perçoit, comprend, adhère à cette idée que, bon, je dirais, c'est pas uniquement la rente qui vous fait vivre, et la rente a ses limites, et ça va être l'explosion, mais si elle commence, les masses critiques de gens qui réfléchissent, les votes des jeunes, commencent à comprendre qu'il y a d'autres solutions, et que ces solutions, ce ne sont pas des solutions utopiques, ce ne sont pas des promesses électorales, c'est des vraies possibilités, des vraies réalités, et s'il y a des leaders qui expriment ça, eh ben, peut-être ça sera avec un changement de génération, mais je pense que l'Afrique peut avoir un très grand destin. Amour réunit, les jeunes réunis au sein d'une association dénommée Mour Justice restent plutôt sceptiques quant aux promesses du chef de l'État. Ils réclament la publication d'un rapport faisant état du bilan de mort. Et ces jeunes ont fait face à la presse pour dire non à la politisation de leur sort. Bakary Diémé, leur coordonnateur, est avec Moustapha Sall. Jusque-là, nous attendons des services compétents la publication officielle d'un document nous informant sur le nombre exact de victimes de l'immigration clandestine. Ce phénomène irrégulier a été la première alerte et le premier message des jeunes adressé au président de la République. Malheureusement, ce message n'a pas été bien décrypté. S'en est suivi les récentes manifestations très violentes qui ont failli déstabiliser notre pays et fragiliser nos institutions. Et malheureusement, c'est en ce moment-là que le gouvernement sénégalais, après 9 ans, s'est rendu compte de l'échec de sa politique d'emploi des jeunes. La réaction de l'État est-elle tardive? Devons-nous encore croire à vos promesses? Cette vérité commence, Monsieur le Président, à vous dire de revoir les licences de pêche que détiennent ces grands bateaux chinois qui viennent piller nos richesses, à travailler de manière générale à récupérer toutes nos ressources, appuyer et privilégier le secteur privé national, identifier les secteurs qui présentent beaucoup plus d'opportunités d'affaires, proposer à la jeunesse sénégalaise un plan de charge, adopter une démarche inclusive, déconnecter la sphère politique de la sphère administrative. Voici ce qui pourrait nous donner espoir, Monsieur le Président. Aux autorités mbouroises, aux autorités du département de Mbour, aux autorités politiques du département de Mbour, nous vous invitons à reconsidérer votre démarche. Nous n'accepterons plus que de tels programmes soient politisés
ce qui s'est passé le week-end précédent à Ebeboala est irrespectueux et irresponsable. Sud FM. La journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce dimanche 25 avril 2021. Le Sénégal a fait des progrès, mais il reste beaucoup à faire. Kédougou, Tambacounda et Kolda restent les zones les plus touchées par le paludisme. Paludisme que le Sénégal compte d'ailleurs définitivement éliminer d'ici 2030. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme plaide d'ailleurs pour la mobilisation des ressources pour l'atteinte de cet objectif. Dr Doudou Sène, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, est joint par Mamdiara da Silva. Si on prend la zone verte, qui est constituée essentiellement par les régions de Louga, de Matam, de Thiès, une partie de Diourbel et une partie de la région de Ziguinchor, cette région, considérée comme la zone verte, couvre à peu près plus de 10 millions de la population sénégalaise, soit 65%, mais ne pèse que le nombre de cas que nous recensons là-bas, ne tourne qu'autour de 53 000 cas en 2020, contrairement à la zone rouge qui pèse plus de 82% des cas, avec 350 100 cas que nous recensons. En zone intermédiaire où l'incidence tourne entre 5 et 15%, là il y a une population environ de 3 200 000 habitants, n'a recensé en 2020 que 35 740. Mais si nous faisons la comparaison entre 2020 et 2019, nous avons constaté quand même une légère augmentation de la morbidité et de la mortalité. Ça, on peut le mettre dans le contexte particulièrement de la COVID-19 qui a beaucoup impacté sur le déroulement de nos activités, mais également sur l'accès des structures de santé par les populations qui avaient à un moment donné eu à craindre la contamination et qui faisait que quand ils avaient la fièvre, ils restaient chez eux. Et peut-être ça, c'est des explications. Mais de l'autre côté, il y a d'autres facteurs environnementaux, notamment la pluviométrie cette année qui a fortement augmenté, qui peut peut-être expliquer ces situations. Mais quoi qu'il en soit, le ministère de la Santé a permis quand même de dérouler un plan de contingence face à cette Covid qui nous a permis de dérouler les grandes stratégies de masse que nous avons là. Le docteur Doudou Sène sera d'ailleurs notre invité tout à l'heure. À Kaolack, un net recul du paludisme y est noté. 5030 cas enregistrés en 2020. La maladie de l'anophèle ne constitue plus le premier motif de consultation dans les structures sanitaires et les cas de décès ont fortement baissé. Et cela est dû aux efforts combinés du personnel et de la communauté. Avec 5030 cas de paludisme enregistrés dans toute la région au courant de l'année 2020, la maladie de l'anophèle a fait de grands bonds en arrière dans le Saloum ces 2 dernières années. Le nombre de cas de décès a également baissé, passant de 16 en 2019 à 6 en 2020. Les cas graves ont également connu un net recul. Cependant, la maladie reste encore concentrée dans le district sanitaire de Kaolack qui totalise 3528 cas sur les 5030. Le district sanitaire de Nioro suit avec 1086 cas, Guinguinéo est à 225 cas et Ndofane ferme la manche avec 191 cas. Ces performances ont été réalisées grâce aux efforts combinés des autorités sanitaires et de la communauté. Des efforts qui ont pour nom couverture universelle en moustiquaire imprégné et distribution de routine aux populations, campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 0 à 5 ans dans le district sanitaire de Kaolack, le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes, la prise en charge précoce des cas, mais aussi les activités de prévention menées par les organisations communautaires de base. Les autorités médicales sont d'avis que si tout le monde s'y met et que la cadence soit maintenue, on pourrait dans les années à venir bouter le paludisme hors de la région. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Le paludisme a entraîné la mort de près de 400 000 personnes dans le monde en 2019, en grande majorité des enfants de moins de 5 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la perturbation des traitements anti-paludéens causés par la crise Covid pourrait entraîner des dizaines de milliers de décès supplémentaires. La lutte contre le paludisme souffre du Covid malgré la tendance baissière. Ici au Sénégal, 3 décès supplémentaires enregistrés hier samedi. 53 nouveaux cas sont recensés ce dimanche, dont 43 cas issus de la transmission communautaire. 11 cas graves sont en réanimation. 171 patients au total sous traitement. Écoutons les précisions du docteur Elhaj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Les cas
cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 10 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 43 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 38 cas, dont 9 au port, 4 à Guédiawaye et au Mariste, 3 à Diamniadio, 2 au Mamel à Ouest-Foire, 1 à Cambérène, Cité Aliousso, Dieuppeul, Hamo 4, Keur Massar, Liberté 4, Liberté 6, Niary Tally, Ngor, Ouakam, Pikine, Plateau, Point-E, Sangalkam et Rufisque. Dans les autres régions, on a dénombré 5 cas dont 2 à Thiès, 1 à Joal, Mbour et Ziguinchor. 46 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés le samedi 24 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 40 135 cas ont été déclarés positifs, dont 38 861 guéris, 1102 décédés et donc 171 patients actuellement sous traitement. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, un total de 398 941 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. 12h17 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Expérimentation du nouveau type d'engrais, la microdose dans 5 zones agroéconomiques du Sénégal. Les résultats concluants sont enregistrés et salués par le partenaire ou les partenaires de mise en œuvre. L'objectif est d'accroître les productions, mais également préserver les sols. Thiès a abrité la rencontre de partage. Babacar Ndao. L'expérimentation de la microdose, une nouvelle technologie d'engrais de qualité, porte ses fruits. Adama Tunkara du projet Dundal Souf dans le bassin arachidier. La microdose qui consiste à apporter une dose réduite donc, de l'engrais par rapport à la dose recommandée, à des performances aussi importantes donc, sur les cultures céréales telles que le sorgho et le mil, sur lesquels nous avons fait donc, des tests avec le Résop, mais aussi sur le maraîchage avec Ankar. Donc on a vu que donc, les performances agroéconomiques donc, étaient meilleures avec cette technologie par rapport à la pratique paysanne. Des résultats encourageants également notés dans la zone des Niayes, du moins sur les parcelles testées par l'Ankar. Madame Dieye Bintambaeng est la directrice de Ankar Niayes. Donc nous, on a mené des tests dans 3 zones. Donc les résultats que nous avons obtenus aussi sont vraiment très positifs parce que nous sommes rendus compte que les quantités d'engrais, bien qu'étant réduites, presque de moitié, mais permettaient d'avoir des rendements supérieurs aux pratiques paysannes. Un pas significatif dans la sécurité alimentaire selon le directeur du réseau, le réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal, Arouna Diop. Nous sommes en phase d'expérimentation. C'est sûr que l'impact que nous visons, que cette technologie atteigne une masse critique, en tout cas de producteurs. C'est ça. Bien sûr, pour dire qu'effectivement, sur le long terme, que la technologie pourra impacter pratiquement tout normalement. Les partenaires, tous, reconnaissent l'impact de ces nouveaux types d'engrais. Reste maintenant à démultiplier ces performances au niveau de tous les producteurs à des 5 zones agroéconomiques concernées. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Babacar Ndao, direction la Côte d'Ivoire, ou plutôt le Burkina Faso. La conférence paysanne du Faso à cette 22e édition de la journée du paysan marquée par le dialogue direct entre le président du Faso et les producteurs a évoqué les maux qui minent le monde rural. Le président de la CPF, Bassiaka Ndao, aborde les aspects liés à l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers et la mévente des produits agricoles. Mathieu Somda. On a vraiment exprimé nos préoccupations, c'est surtout le taux d'intérêt des banques, des institutions financières qui sont très élevés, et c'est l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers, et c'est la mévente de nos produits à bon marché. Donc tout ceci nécessite qu'on puisse travailler en regardant dans la même direction pour permettre aux uns et aux autres de sortir de l'ornière de cette insécurité et de pouvoir vaincre la pandémie. Je pense que ça a été très satisfaisant pour les producteurs cette année. Nous avons demandé de travailler d'ici que la prochaine édition, en ce qui concerne effectivement les fonds de développement agricole, qui puissent l'abonder au moins à 30 milliards. Mais ils nous ont rassuré effectivement, ils ne vont pas pouvoir mettre d'ici la prochaine GNP 30 milliards, mais petit à petit, on va y arriver. Donc nous avons invité de travailler d'arrache-pied
pour qu'on puisse avoir ce fonds de développement agricole qui va permettre de moderniser nos exploitations agricoles. Le président de la CPF, Bassia Kandao, qui abordait les aspects liés à l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers et la mévente des produits agricoles, interrogé par notre correspondant depuis le Burkina, Mathieu Somda. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du docteur Doudou Sène, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, qui plaide pour la mobilisation des ressources pour l'atteinte de l'objectif d'éliminer définitivement le paludisme d'ici 2030. Il est interrogé par Mamdiara da Silva. Docteur Doudou Sène, vous êtes le coordonnateur du PNLP. C'est le programme national de lutte contre le paludisme. Docteur, on en est où avec la lutte contre le paludisme au Sénégal? Je voudrais d'abord au préalable se féliciter de l'engagement au plus haut niveau de l'État qui accompagne le ministère de la Santé pour l'atteinte de l'objectif de l'élimination du paludisme d'ici 2030. Nous venons de boucler notre plan stratégique 2016-2020 et nous venons de démarrer également un nouveau plan stratégique qui part de 2020 à 2025. Si on regarde l'évolution du paludisme ces 5 dernières années, nous constatons qu'il y a une nette régression de fardeau du paludisme à travers le pays, avec une nette distinction des cas de paludisme qui sont répartis, disons, sur 3 zones distinctes. Ces 3 zones sont mises en évidence à partir de l'incidence. L'incidence, c'est le nombre de cas de paludisme que nous avons pour 1000 habitants. Si on prend la zone verte, qui est constituée essentiellement par les régions de Louga, de Matam, de Thiès, une partie de Diourbel et une partie de la région de Ziguinchor, cette région, considérée comme la zone verte, couvre à peu près plus de 10 millions de la population sénégalaise, soit 65%, mais ne pèse que le nombre de cas que nous recensons là-bas ne tourne qu'autour de 53 000 cas en 2020, contrairement à la zone rouge qui pèse plus de 82% des cas, avec 350 100 cas que nous recensons. En zone intermédiaire où l'incidence tourne entre 5 et 15%, là, une population environ de 3 200 000 habitants n'a recensé en 2020 que 35 740. Mais si nous faisons la comparaison entre 2020 et 2019, nous avons constaté quand même une légère augmentation de la morbidité et de la mortalité. Ça, on peut le mettre dans le contexte particulièrement de la COVID-19 qui a beaucoup impacté sur le déroulement de nos activités, mais également sur l'accès des structures de santé par les populations qui avaient à un moment donné eu à craindre la contamination et qui faisait que quand ils avaient la fièvre, ils restaient chez eux. Et peut-être ça, c'est des explications. Mais de l'autre côté, il y a d'autres facteurs environnementaux, notamment la pluviométrie cette année qui a fortement augmenté, qui peut peut-être expliquer ces situations. Mais quoi qu'il en soit, le ministère de la Santé a permis quand même de dérouler un plan de contingence face à cette Covid qui nous a permis de dérouler les grandes stratégies de masse que nous avons l'habitude de dérouler. À savoir la distribution des moustiquaires dans les zones les plus reculées. Nous avons pu mettre à la place 751 000 moustiquaires, mais également nous avons pu dérouler des campagnes sur la chimioprévention saisonnière du paludisme dans les 5 régions médicales que nous avons l'habitude de faire. Il s'agit des régions de Kédougou, de Kolda, de Tambacounda, mais également dans la zone centre au niveau de Diourbel et de Kaolack. Mais nous avons pu également dérouler la stratégie de l'aspersion intradomiciliaire. Il s'agit d'une pulvérisation d'insecticides pour diminuer la population anophélienne responsable de la transmission du paludisme. Mais si nous avons pu dérouler ces activités, c'est grâce également à l'appui des partenaires qui nous a mis à disposition plus de 1 500 000 masques, des gels hydroalcooliques, mais également des gants stériles que nous avons mis à la disposition des agents de santé sur le terrain, que nous félicitons au passage pour leur engagement, leur détermination face à ces deux fléaux qui est la COVID-19 et le maintien des acquis pour la lutte contre le paludisme. Maintenant, sur les perspectives, le Sénégal s'est engagé à aller vers l'élimination du paludisme. Il y a pas mal de stratégies qui sont mises en œuvre pour atteindre cet objectif. Le premier, c'est d'abord la mobilisation des ressources financières. Nous avons déjà l'engagement Fonds mondial, de l'USAID, mais également de l'État qui doit contribuer à ce nouveau plan stratégique qui va coûter pour les 5 prochaines années plus de 246 milliards de francs CFA pour permettre de dérouler les grandes stratégies et qui garantira au Sénégal d'être parmi les pays qui seront au rendez-vous de 2030 pour l'élimination du paludisme. Donc d'ici 2030, on pourra dire que le Sénégal a définitivement éliminé le paludisme.
C'est notre souhait, c'est notre objectif, en tout cas, d'atteindre cet objectif. Mais comme vous pouvez le dire, les acquis sont parfois fragiles. Comme l'a démontré cette crise profonde du système de santé face à la COVID-19. Parce qu'il y a d'autres facteurs exogènes que nous ne maîtrisons pas. Mais l'objectif principal de l'État du Sénégal, c'est d'aller vers l'élimination. Et l'État est en train de mettre tous les moyens nécessaires pour que cet objectif puisse être atteint. Alors, docteur, pour cette présente édition, sur quoi est-ce que vous allez mettre l'accent? L'accent pour cette édition, déjà, le thème principal qui a été fixé par Rolbach Maralien, c'est zéro palu, tirer un trait sur le paludisme. Nous allons maintenir nos acquis d'abord dans la zone nord pour faire qu'il n'y ait pas encore de flambée, parce que la COVID-19 étant toujours là, il nous faudra encore continuer sur ce plan de contingence pour dérouler les activités prévues au départ. Nous avons acquis récemment plus de 30 machines ultra modernes qui permettent de diagnostiquer les plus faibles parasitémies, c'est-à-dire les paludismes infracliniques que personne ne peut détecter par les tests de diagnostic rapide classiques, ni par la microscopie. Donc, nous avons acquis, grâce à l'État du Sénégal qui a signé une convention avec la Banque islamique de développement, que nous remercions en passage, pour un montant de 32 millions de dollars pour les 5 prochaines, de 2016 à nos jours, pour pouvoir dérouler. Et donc, nous avons acquis, et grâce également à l'accompagnement de nos universitaires, le professeur Daouda Ndiaye et le professeur Babacar Faye et le professeur Jean-Louis, que nous remercions au passage, pour l'accompagnement qu'ils ne cessent de faire au programme pour la définition des stratégies à mettre en œuvre. Nous allons également insister sur l'approche multisectorielle. Il n'est pas évident d'éliminer le paludisme si les secteurs ne sont pas impliqués dans cette lutte contre le paludisme. Parce que tant qu'il y aura des gîtes larvaires, tant qu'il y aura ces flaques d'eau qui tournent autour de ces zones, nous aurons d'énormes difficultés pour éliminer le paludisme à nous seuls. L'autre aspect, c'est la mobilisation des financements domestiques. Il est important que le secteur privé s'engage davantage à financer la santé, et plus particulièrement le paludisme, qui est une maladie qui est évitable, notamment dans la zone sud, qui a une très forte concentration de sociétés minières où le paludisme fait des ravages. Et pour un partenariat gagnant-gagnant, il est de leur intérêt même de financer la lutte contre le paludisme pour avoir une meilleure performance dans leur recherche minière. Docteur Doudou Sène, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du PNLP, c'est le programme national de lutte contre le paludisme. Merci à vous, Mamdiara Da Silva. 12h27 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Et nous accueillons la rétrospective de l'essentiel de l'actualité de la semaine avec Josette Kahi. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM. Violents événements en lien avec l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr qui avait secoué le pays. Le président de la République se dit outré et invite les Sénégalais à poursuivre la bataille pour la revitalisation des valeurs humaines, citoyennes, civiques et patriotiques. Il regrette ces violences et avertit l'État est loin d'être faible. Nous l'écoutons. Il nous reste à poursuivre et à engager la bataille pour la revitalisation des valeurs. Valeurs humaines, valeurs citoyennes, valeurs civiques, valeurs patriotiques. Vous savez, chers jeunes, ce qui s'est passé récemment dans notre pays, si le Sénégal n'était pas une grande démocratie, croyez-moi, depuis lors, aurait été une catastrophe. Il n'est pas possible dans notre pays de se réveiller, de tout détruire, de tout allumer comme ça, sans conséquence. Quelques démocrates que nous soyons, il y a des limites. Pas qu'on croit un seul instant que l'État est faible, c'est une grave erreur. On n'est pas en nous faisant miroiter des chimères qu'on vous sortira des difficultés. C'est le secret de nos consciences. C'est ça le rôle de l'école, des daras. Le président Macky Sall s'est exprimé ce jeudi après la validation du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes Réundaouni. Il demande au gouvernement de finaliser ce programme avant le 30 avril. Babacar Samb. En veillant aux exigences d'inclusion et d'équité territoriale, l'ANSD sera mise en contribution pour identifier les spécificités de chaque terroir. Le chef de l'État demande au ministre en charge de la formation professionnelle en collaboration avec ses collègues des
finances et de l'économie de poursuivre le projet de construction de centres de formation professionnelle dans chaque département. Le budget de la convention État-employeur porté désormais à 15 milliards par an. Le président annonce également la mise en place de pôles emploi au niveau de chaque département qui serviront de guichet unique. Le ministre de la Jeunesse va diligenter la mise en place des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. 8 maisons seront démarrées cette année. Les ministres de l'économie, de l'emploi et de la jeunesse en relation avec le secrétaire général de la présidence devront proposer un cadre de gouvernance et de pilotage innovant et opérationnel du programme d'urgence. Et pour finir, le chef de l'État a décidé de porter à 50 millions de francs CFA le budget du Conseil national de la jeunesse. Saccage de la mairie de Ndiarème Limamoulaye à Guédiawaye, une manifestation initiée par les jeunes du quartier de Darou Naïm. Ils contestent la construction d'un forage sur leur aire de jeu. Elhadji Moussa Thiam. L'institution municipale a été saccagée par les jeunes du quartier Darou Naïm. Le pare-brise du véhicule du maire Baïdissei, garé à l'intérieur, est bousillé par des jeunes en furie qui ont également brûlé des pneus devant l'institution municipale. À l'origine du courroux de ces jeunes, l'espace de loisirs du quartier qui fait près de 5556 mètres carrés et dont le projet KMS 3 y a prévu d'ériger un château d'eau pour lutter contre les récurrentes pénuries d'eau sur une surface de 3000 mètres carrés. Les techniciens venus pour la prospection et les mesures auraient décidé de prendre plus de la surface initialement prévue. Les jeunes se sont opposés au début des travaux. Le renfort de la police est vite constaté sur place, ce qui aurait accentué l'ire des jeunes qui soupçonnent des non-dits sur les dimensions de l'espace souhaité. Ils accusent même la mairie de vendre des terrains sur ce site. Dans le sud du pays, affaire Boffa Bayotte, comme prévu, les 25 détenus ont entamé une grève de la faim le lundi. Ils exigent l'ouverture d'un procès après 3 ans de détention. Ignace Ndei. Le régisseur n'a pas obtenu gain de cause. Ces familles des 25 personnes en détention ont opposé un niet catégorique à la demande du régisseur. Pas question de convaincre leurs proches en prison de surseoir à cette grève de la faim illimitée. Mamdiara Sané, fille du défunt chef de village de Toubakota, décédé en détention. En phrase avec nos frères, parce que quelqu'un qu'on a arrêté en détention depuis 3 ans sans pour autant être édifié, c'est difficile, c'est dur. Nous attendons impatiemment. On les a arrêtés, amenés à Dakar, amenés à Ziguinchor, mais toujours rien. On ne sait pas ce qui se passe. Pour le moment, c'est difficile. Et même parfois, on a des problèmes pour même aller les voir. Une longue détention qui a d'ailleurs soulevé l'ire de ces détenus qui sont entrés en grève de la faim. Une façon pour ces familles de se solidariser à ces 25 personnes arrêtées et inculpées depuis plus de 3 ans à Ziguinchor. 48 heures après, les 25 prévenus ont suspendu leur grève de la faim suite à la rencontre qu'ils ont eue avec le juge d'instruction qui a hérité du dossier. Pour rappel, ces 25 personnes inculpées dans l'affaire Boffa Bayotte avaient entamé cette diète pour réclamer un jugement ou une liberté provisoire. Saisis de médicaments à la patte d'oie, les 4 prévenus placés sous mandat de dépôt ce jeudi, présentement à la prison du Cap Manuel. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui et blanchiment de capitaux, mais leurs avocats espèrent un non-lieu. Dorénavant, tout agent de santé qui refuse de servir à l'intérieur du pays sera lourdement sanctionné. L'autorité est catégorique, des instructions fermes ont été données et des réflexions entamées pour durcir les sanctions. Écoutons à ce propos Ousmane Dia, directeur des établissements publics de santé. Mettre en œuvre l'instruction de l'autorité qui est un accès universel à des soins de qualité et de spécialité partout où on se trouve au niveau du Sénégal. Il se trouve que malheureusement, ça il faut le déplorer. C'est des phénomènes qui ne sont plus isolés, mais qui se répètent le plus souvent, de vouloir rester à Dakar pour des raisons. Mais cela ne peut plus perdurer. Et je pense que nous avons reçu des instructions très fermes de M. le ministre qui exigent dorénavant le respect des procédures, mais aussi le respect de la sécurité de l'autorité qu'il est, en l'acceptant ou bien en déférant à l'injonction de rejoindre son poste d'affectation. Aujourd'hui, nous sommes dans une réflexion profonde pour durcir les sanctions, parce qu'il faut vraiment qu'on se le dise, qu'on soit administratif, technicien supérieur médical ou médical, il y a forcément des sanctions qui vont être prises par l'autorité pour que pareille situation ne se répète plus.
Le président tchadien n'est plus. Idriss Déby Itno est décédé ce mardi de blessures reçues dans des combats 24 heures après sa réélection à la tête du Tchad pour un 6e mandat, pays qu'il dirigeait depuis 30 ans, Ndeye Marième Ndiaye. Il aurait succombé à des blessures reçues au combat ces derniers jours. Des ministres et des officiers de haut rang avaient pourtant indiqué que le chef de l'État s'était rendu samedi et dimanche sur le front, opposant son armée à une colonne de rebelles qui avait lancé une offensive à partir de bases arrière en Libye le jour du scrutin, le 11 avril dernier. Né en 1952 à Berboda, Idriss Déby Itno est diplômé en aéronautique. Il participe au mouvement de rébellion de 1980 à 1984 contre Goukouni Weddey. Se trouvant en désaccord avec le nouveau pouvoir, il part en exil à partir de 1989 et crée en 1990 le mouvement patriotique du salut, le MPS. La même année, ses forces s'emparent de N'Djamena et chassent Hissène Habré du pouvoir, dont il s'empare le 4 décembre. Il est officiellement élu en 1996, 2001, 2006 et en 2011 avec 88% des voix. Promu au rang de maréchal en août dernier, il venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans. Après l'annonce de son décès, le gouvernement et l'Assemblée nationale sont dissous et c'est Mahamat Idriss Déby, un de ses fils âgé de 37 ans, commandant en second des armées tchadiennes, qui est désigné président du Conseil militaire de transition. Football, Coupe CAF, le Jaraaf de Dakar s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire 1-0 face à l'Étoile sportive du Sahel de Tunisie. Les Verts et Blancs vont affronter mercredi 28 avril le club sportif sfaxien de la Tunisie pour la première place du groupe C. Ainsi prend fin la rétrospective sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Aïssatou Gueye-Ba. À 12h37, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Un jeune retrouvé mort dans une forêt originaire de Nema Dinare à Ziguinchor. Ce jeune était employé agricole dans les champs de cannabis récemment détruits par l'armée. Une jeunesse désœuvrée. D'ailleurs, une politique de l'insertion et l'emploi des jeunes, principale préoccupation du gouvernement. Mais le niveau de qualité de l'enseignement dans nos universités ne suffit pas, clame Pascal Pérou, secrétaire général du groupe Initiative Afrique. Il faut une politique entrepreneuriale, martèle-t-il. À Bourg, les jeunes restent plutôt sceptiques quant aux promesses du chef de l'État lors du Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes contre la politisation de leur sort. La journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée ce dimanche 25 avril. À Kaolack, la région enregistre un net recul des cas. La lutte contre le paludisme souffre aussi du Covid-19 malgré la tendance baissière. 3 décès supplémentaires enregistrés ce samedi, 53 nouvelles contaminations dénombrées ce dimanche. Covid-19 avec son lot de conséquences. L'Italie interdit l'accès de son territoire aux personnes en provenance d'Inde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Choun qui en a assuré la mise en onde. À 13h pile, retrouver Elhaj Malik Ndiaye pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu.